On va rester un petit peu dans cette thématique avec David Chiche, Global Content Director chez Danone, et Julie Hardy, partner chez The Brand Tech. Et on va évoquer la façon dont l'IA va nous permettre d'optimiser la création avant la diffusion des assets créatifs. Bonjour David, installez-vous. Bonjour Julie. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Bonjour à tous. Alors, merci beaucoup Jessica pour ce ravitaillement en eau, c'est toujours bienvenu. Alors David, donc l'idée c'est de revenir un petit peu sur votre collaboration avec The Brand Tech, sans trop en dire puisque vous êtes toujours en phase pilote de test donc de l'outil Pencil, donc qui est une plateforme basée sur l'IA générative et développée par The Brand Tech. Absolument. Pour Développé par Pencil et The Brand Tech l'a racheté il y a un an. D'accord. Vous allez peut-être pouvoir, Julie, nous expliquer justement quel est le principe de cette plateforme. Et ensuite, on reviendra avec David sur ce pilote et ce que vous en avez retiré, parce que ça fait seulement 4 semaines. Ça fait 5 semaines, ouais, donc 5 semaines. Donc voilà, on est dedans, c'est très frais. Vous allez pouvoir nous livrer vos réactions à chaud. Mais tout d'abord, peut-être, Julie, voilà un mot. Quel est le concept derrière Pencil ? Ouais, alors, Pencil, c'est une boîte qui a été créée en 2018. D'abord, qui s'adressait aux small et medium business, donc aux petites et moyennes entreprises, et qui travaille depuis 2018 sur la base de LLM. Donc, depuis 2018, travaille vraiment sur de l'intelligence artificielle générative pour produire des contenus, des publicités, pour les clients, qui soient faites dans un temps record. C'est-à-dire que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on économise de 1,6 fois, enfin on va 1,6 fois plus rapidement pour produire des contenus, jusqu'à 10 fois plus rapidement, et surtout avec des performances qui sont 2 fois plus, 2 fois meilleures en fait. Une fois les créations diffusées dans le cadre des campagnes. Exactement. Et donc, la spécificité de Pencil, je dirais, c'est aujourd'hui d'avoir 5 ans d'avance, d'avoir déjà développé plus d'1 million dans les 12 derniers mois pour des grandes entreprises, plus d'1 million de contenus, pour plus de 5000 entreprises. Donc, je dirais, on est effectivement dans des phases qui sont des phases de pilote et de test. Mais la plateforme elle-même a déjà beaucoup délivré avec beaucoup d'échelles. La spécificité, une fois de plus, de Pencil, c'est aussi sa connectivité en fait dans l'écosystème des marques. C'est-à-dire que Pencil vient se connecter à votre ad account, intègre les datas dont vous avez besoin. Donc ça peut être des datas CRM, ça peut être des datas évidemment médias, produit un système prédictif appliqué sur la création de contenu et les diffuse directement dans les plateformes. Donc ça, cette espèce d'approche end-to-end, elle est assez unique. Et puis, une fois de plus, ça fait 5 ans qu'elle existe, quoi. Peut-être un point, vous avez évoqué donc voilà depuis 5 ans l'utilisation de LLM. Est-ce que vous pouvez préciser peut-être pour voilà ceux dans l'audience qui ne sont pas non plus familiers avec ces termes-là, quel est l'enjeu? Donc c'est des modèles utilisés pour justement permettre la génération de Exactement. contenu. Pencil est agnostique, vous avez des modèles de prédilection, vous pouvez juste peut-être préciser? Ouais, absolument. On repose sur plusieurs modèles de prédilection qui sont eux-mêmes évalués et testés en continu. Donc on a des modèles qui sont beaucoup plus appliqués au langage, des modèles qui sont beaucoup plus appliqués à la vidéo, à la génération d'images, à la recherche stratégique. Donc c'est vraiment un accompagnement qui va de l'identification des opportunités stratégiques, à savoir des audiences, à savoir des angles d'attaque, des angles stratégiques, jusqu'à la livraison du contenu finalisé, donc formaté pour la plateforme et même dans le langage précis de la typologie, de la sous-typologie de la plateforme. Donc, LLM, en fait, ce sont les langages qui sont utilisés pour faire de l'intelligence artificielle générative, qui se distingue de l'intelligence artificielle dans la mesure où elle génère, elle crée, mais ça peut être toute forme finalement d'output. Je suis désolée, je parle un peu comme Jean-Claude Van Damme, mais ça c'est un peu entre travailler dans la tech et en plus dans l'intelligence artificielle. C'est pas facile. On finit par ressembler à Van Damme. Mais on vous comprend en tout cas. Merci beaucoup Julie pour ces précisions. David, donc 5 semaines que vous êtes en phase pilote. Ouais.
quelle est votre première réaction peut-être Mais une réaction plutôt positive, parce que ce qu'on a fait, nous, d'abord, dans le groupe, et chez Danone notamment, c'est de définir un vrai cadre autour de l'AI. Ça semble une évidence, mais c'est des choses qui prennent du temps. Être sûr que ce soit un cadre qui soit à la fois global et local, et être sûr que ça va passer par des éléments très simples comme utiliser nos adresses propres, mais aussi des éléments comme utiliser des circuits fermés. C'est pour ça qu'on a commencé aussi sur Pencil, pour la confidentialité évidemment des informations, éviter toute fuite, éviter un mauvais usage de nos datas. Une fois que tout ça, ça a été fait, du coup, commencer un premier kick-off global, donc sur Activia Global, en réutilisant une campagne qui est actuellement en cours. Notre vrai objectif, c'est d'abord de prendre tous les learnings, être sûr que tout ce qu'on récupère va nous permettre d'être implémenté sur ce que disait Julie également, mais aussi sur ce que disait Marine précédemment, lever la peur. C'est une expression que j'ai trouvée extrêmement juste, parce que de toute façon, c'est ce qui se passe dans n'importe quel groupe aujourd'hui, de comprendre dans son intégralité avec les bonnes ressources. On a lancé du coup ce pilote ensemble en 5 semaines avec 2 premières semaines très classiques qui vont être briefing de la plateforme. Circuit fermé, toutes nos datas qui vont être des datas scientifiques, des datas sur nos cibles, des datas sur le contenu qu'on a créé et la campagne en soi. S'ensuit ensuite 2 semaines de création de contenu et ça va passer par générer 100 insights sur 5 pays différents. Encore une fois, pas pour qu'ils soient utilisés immédiatement tels quels, mais pour être retravaillés nous en interne, comprendre ce qu'il est possible de dire ou pas, les différents hashtags, les différents contenus. Parce qu'encore une fois, tous les sujets, notamment de santé digestive, intestinale, etc., sont extrêmement différents d'un pays à l'autre. Ce qu'on voit nous en France est très différent de ce qu'on peut voir en Espagne ou de ce qu'on peut voir au Royaume-Uni. Donc réussir à avoir quelque chose qui est très personnalisé, qu'on va utiliser comme un outil au final, et ensuite de développer les différentes images et différentes vidéos, avec un KPI qui pour nous est hyper important, qui va être le temps gagné. Et quelque chose qui va nous prendre presque 2 mois dans un circuit très classique, ici va nous prendre 10 minutes, encore une fois, pas dans la notion de prendre, copier-coller, mais prendre, apprendre, retoucher, retravailler avec nos différents partenaires, dont Pencil, dont Brentech, et pouvoir ensuite les mettre live si on en a envie. Et se focaliser sur donc les tâches, en tout cas, Absolument. qui sont les plus pertinentes. Absolument. Et éviter tout le process que vous avez pu citer sur 2 mois. Donc là, donc, si j'ai bien compris, vous partez d'une campagne pour Activia existante. Absolument. Et l'idée, c'est de le passer dans l'outil pour voir comment finalement elle aurait pu être améliorée. Comment elle peut être améliorée, et pardon de t'interrompre, mais aussi jusqu'où la diversité des contenus peut aller. Parce qu'il y a des choses auxquelles on ne pense pas immédiatement. Évidemment, on va faire tous les contenus social media, Instagram réel, etc. Mais jusqu'où on va aussi pousser l'aiguille sur le e-commerce, sur le POS. Donc vraiment avoir des enseignements à la fois sur la quantité, la qualité et la diversité aussi de ce qu'on peut produire. Et là, quelle est du coup la réaction? J'imagine que c'est... Enfin, vous n'avez pas encore présenté donc, les résultats. Pas encore. Mais vous, il y a quand même des grands enseignements que vous pouvez tirer. J'imagine que ce que vous dites sur le gain de temps, c'est quelque chose d'éprouvé, du coup, vous l'avez constaté? Je dirais que ça va nous prouver 2 points. La nécessité de le faire ensemble, c'est-à-dire on ne le fait pas seul, on ne va pas faire le groupe Danone absolument tout seul, on continue de le faire avec nos partenaires, toujours dans cette ambition d'avoir un cadre très réglo et très réglementaire aussi. Et de l'autre côté, par contre, sur ton point, de se dire que tout ce qu'on va créer et la diversité de ce qui va être créé, ensuite on va pouvoir le tester dans d'autres outils, savoir ce qui est le plus efficace ou pas, et la creative efficiency derrière. Et un point par rapport à ce que vous disiez, David, sur justement, il a fallu quand même pas mal de temps avec le juridique aussi. C'était un autre témoignage qu'on avait de François Vogel de la SNCF. Là, c'était votre première utilisation vraiment de l'IA. Vous n'aviez pas encore vraiment déterminé un cadre et il a fallu justement aborder toutes ces questions aussi qui sont posées chez la SNCF. De l'IA générative. De l'IA générative, bien sûr, pardon. Est déjà très utilisé et par notre groupe et par Danone, Bien sûr. à travers toutes les catégories de métiers d'ailleurs. Bien sûr, tout ce qui va être analyse, prédictif, mais vraiment sur du coup les questions que pose spécifiquement l'IA générative. Quels sont aussi un peu peut-être les donc François a eu l'occasion d'en citer quelques exemples. Est-ce que vous avez aussi des exemples à donner de questions qui sont posées? Je pense que les principales questions qu'on va avoir de notre côté, c'est est-ce que ça va remplacer au final le travail d'autres agences et de partenaires, ce que je ne pense pas, toujours sur cette notion de partenariat, etc. Et je pense aussi que ça pose la question de comment est-ce qu'on va au début d'un projet, utiliser l'AI et l'utiliser notamment l'AI générative pour réinventer ce qu'on a besoin de dire ou ce qu'on a envie de dire. Être sûr qu'on va forcément avoir besoin d'humains derrière. Et le fait d'avoir pu générer autant de supports différents, ça nous a vraiment apporté ensuite une expertise sur lesquels ont le plus d'impact, lesquels on peut tester ensuite directement en médiate, et de ces résultats-là, comprendre ensuite par la creative efficiency lesquels on va garder et lesquels on ne va pas utiliser. Et tu es toujours dans un circuit de réadaptation.
Et donc là, l'ambition, et avant de vous laisser réagir, Julie, peut-être, mais c'est voilà, là, on est sur un cadre qui est social media, C'est un cadre qui initialement était social media et c'est ça qui est intéressant. C'était social media et on l'a ouvert tout de suite ensuite à POSM, POS tout court, e-commerce, vidéo offline. C'est déjà ouvert. Et c'est déjà ouvert. Et c'est ça aussi un des grands enseignements, c'est que même en briefant sur un élément qui va être que social media au départ, et ben ça va nous permettre au final de faire tout un écosystème de contenu. Cet écosystème-là, est-ce qu'il est pertinent ou pas ensuite en fonction de différents supports? Par la génération des assets, on peut le voir, par la correction de ces derniers aussi. C'est là où on voit aussi toute la vitesse qui me semble, quand on s'était parlé la semaine dernière, absolument. vous m'aviez évoqué que c'était pour l'instant cantonné au social media, et en une semaine finalement, vous avez déjà ouvert à pas mal d'autres sujets. Julie, peut-être une réaction, voilà, si vous voulez ajouter. Oui, absolument, surtout par rapport à ce qui s'est dit, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont dites qui sont tout à fait vraies, mais je dirais que ce qui est assez intéressant avec cet outil, la partie IA générative, évidemment, c'est quand même que l'exploitation à échelle est bénéficiaire. Pourquoi ? Parce que ce sont des systèmes qui se nourrissent évidemment de données en quantité et que nécessairement le système est de plus en plus intelligent empiriquement avec le travail et avec l'intervention humaine. Ça, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. Auparavant, c'est finalement tout ce qu'on a dit. Nous, c'est la raison pour laquelle ça s'appelle Pencil. C'est que comme le stylo, c'est finalement une façon d'augmenter le talent humain. Et ça, il faut jamais l'oublier. C'est-à-dire qu'on n'est jamais aussi bon que la qualité de son input, d'une certaine façon. Donc de ce qu'on va entrer et mobiliser chez la machine. Donc ça, c'est une partie hyper importante. Je pense que pour le pilote, ce qui est très important en partant dans un pilote pour une marque, et je dis ça pour les marques, c'est de rentrer avec une logique quand même d'échelle. Parce que comme je le disais, en fait, l'intelligence artificielle est particulièrement pertinente quand il y a de l'échelle derrière. Parce que le système s'auto-nourrit, une fois de plus. Donc il y a besoin de volume pour être de plus en plus pertinent. Ça, c'est hyper important donc d'avoir une méthodologie hyper précise avec derrière une possibilité de rentrer dans des exécutions d'échelle. Et ensuite, il y a un sujet aussi assez essentiel pour les marques qu'on voit émerger chez la plupart de nos gros clients, et on travaille avec 4 des plus gros annonceurs mondiaux sur le sujet du Generative AI, c'est qu'en fait, il y a un sujet de centralisation, évidemment, de la donnée. Il y a un sujet de où vont aller ces algorithmes, est-ce qu'ils restent chez le client, et donc un sujet d'in-housing, c'est-à-dire comment on s'organise, nous, marques, boîtes, organismes, pour s'assurer que nos algorithmes restent à l'intérieur, que nos datas sont effectivement bien protégées, et finalement qu'on soit dans une démarche dynamique par rapport à l'avenir, mais tout en conservant la main, en fait, sur l'or noir. Ça, c'est un point très intéressant, Julie, parce que depuis donc le début là, de ces duos, on a systématiquement parlé de plateformes qui étaient développées par des agences, ou en tout cas rachetées par des agences, donc en l'occurrence Pencil, mais là, par exemple, Emmanuel parlait de Monks.Flow juste sur l'intervention précédente. Et c'était aussi un point à l'occasion du numéro d'octobre de CB, on avait fait un gros dossier sur l'IA. C'était une question qui revenait aussi régulièrement, quel était le futur pour les agences. Donc il y a toujours cet enjeu de recruter des gens créatifs, talentueux, qui sont capables d'utiliser ces outils, mais il y a aussi de plus en plus l'ambition de finalement retranscrire ce qui fait la singularité d'une agence dans un outil qui va ensuite être utilisé en mode SaaS ou différemment, mais par ses clients. Est-ce que c'est ça véritablement le futur finalement du métier d'agence, enfin de ce positionnement d'agence ? Oui, en tout cas, dans le futur, il y a évidemment la collaboration avec le talent humain et qui est souvent le talent créatif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on a appris, pas nécessairement que sur Danone, mais c'est que les personnes qui opèrent le mieux aujourd'hui Pencil, ce sont les talents créatifs. Parce qu'une fois de plus, ça décuple leur idée, ça décuple leur capacité. Donc, la collaboration est absolument essentielle. Il n'a jamais été aussi essentiel, d'ailleurs, pour une marque d'avoir ce qu'on appelle un brand book ou en tout cas un brand guideline qui soit hyper sharp, hyper spécifique à la marque, c'est-à-dire qui établisse pour la machine, justement, pour le système de l'intelligence artificielle générative, qui établissent en fait des codes de marque qui soient hyper distinctifs. Parce qu'une fois de plus, la machine ne générera jamais
en fait, la qualité de ce qu'elle va générer est reflétée dans la qualité de l'input et du framework. Une fois de plus, je suis désolée, c'est ridicule. Je suis vraiment, mais enfin, la qualité de ce cadrage qui est aussi un cadrage créatif. Donc, le message, c'est pour les talents créatifs, surtout n'ayez pas peur de vous emparer en fait de ces plateformes, de ces outils, parce que c'est votre avenir avant d'être l'avenir de toute autre personne d'une certaine façon. C'est une opportunité, de toute façon, ça sert à rien d'avoir peur du futur. Ce qu'il faut, c'est s'en saisir. Donc, c'est lui donner un cadre légal important, et ça revient pas nécessairement aux créatifs. C'est lui donner un cadre éthique sur l'utilisation. C'est s'assurer, effectivement, je fais référence aussi au travail qu'a fait Media.Monks et avec François, que je ne vois plus. Bon. Mais en tout cas, il y a aussi le sujet de la représentativité du monde qu'on veut avoir et qu'on veut donner. C'est hyper important. Nous, on a développé un truc qui s'appelle The Bias Breaker, donc en fait qui démolit les biais. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, si vous posez la question à un IA génératif de représenter un CEO de boîte, ça va sortir, il va y avoir une image d'un homme blanc dans la quarantaine. Voilà. Et donc, en fait, aujourd'hui, on veut aussi s'assurer que ces systèmes d'intelligence artificielle génératrice représentent un monde dans lequel on se reconnaît. Et voilà. Merci beaucoup, Julie. Ça aurait été une super transition pour la dernière table ronde, justement, puisque ça va être vraiment le cœur de ce sujet-là. Merci beaucoup à tous les deux.